chaque partie, je prendrai toutes les questions et j'essaierai d'y répondre. Donc, je vous propose de commencer. Donc, déjà, ce webinaire est co-organisé par les pôles de compétitivité Novalog et Moveo, en partenariat avec le PCN Transport. Pour vous dire que les pôles sont là aussi pour vous accompagner dans le montage de vos projets européens et de vous aider à comprendre tous les dispositifs de financement qui existent au niveau européen. Et c'est bien pour ça qu'aujourd'hui, on a voulu vous donner quelques petits éléments d'introduction sur les programmes européens dans leur ensemble. Donc, ce sera la première partie de ma présentation. Ensuite, je ferai une deuxième partie sur comment monter une bonne proposition. Et enfin, je terminerai sur comment se construire un réseau européen dans les transports. On est bien là aujourd'hui pour parler de la mobilité des biens et des personnes. Donc, vous avez sur la slide vos contacts chez Novalog et chez Moveo qui organisent ce webinaire et moi-même, donc Mathilde Petit du pôle Moveo, et je suis là en tant que point de contact national transport pour vous présenter les différents dispositifs de financement européens. Voilà pour la petite introduction. Je vous propose de commencer et d'attaquer dans le vif du sujet. En préambule, sachez que toutes les slides vous seront envoyées. Nous avons mis beaucoup de choses dans les slides. Je ne vais pas tout présenter, mais ça vous permettra, avec un peu plus à froid, de regarder le contenu de la présentation à tête reposée. Voilà, donc comme je vous le disais, Mathilde Petit, donc je suis en charge de l'Europe, l'international et la stratégie chez Moveo et je suis point de contact national transport. Et à ce titre, je souhaitais vous présenter les différents dispositifs de financement européens. Alors, tout d'abord, par où commencer? En effet, ce n'est pas quelque chose d'évident quand on n'a jamais mis le pied à l'étrier et il faut savoir où l'on veut aller. Tout d'abord, quand on souhaite répondre à un appel à projet européen, on a dans un premier temps besoin d'identifier quels sont ses objectifs et puis quels sont ses besoins. Ces objectifs en termes, est-ce pour avoir plus de visibilité du réseau? Est-ce un objectif purement business? Est-ce aussi un objectif de financement pour financer votre projet d'innovation? Voilà, des questions qu'il faut se poser. Ensuite, dans un deuxième temps, il faut comprendre comment fonctionne la nébuleuse européenne, les mécanismes, les programmes, le monde bruxellois. Et c'est ce en quoi va porter le webinaire aujourd'hui. Et puis, bien comprendre quels sont les acteurs qui peuvent vous aider. Et à ce titre, vous avez les pôles, donc Novalog et Moveo, qui sont là pour vous aider dans cette tâche. Ensuite, identifier quel est le bon appel à projet. Donc, tout à l'heure, je vais vous présenter de nombreux appels, mais il n'y a pas... Enfin voilà, on peut en discuter dans un deuxième temps pour essayer de bien identifier quel est l'appel qui pourrait bien correspondre à votre projet. Trouver également le réseau et les intermédiaires. Ce sera la troisième partie de ma présentation sur comment se construire un réseau européen et comment identifier les réseaux européens. Et puis, la quatrième étape, cette fois, attaquer, rentrer dans le vif du sujet et commencer à monter votre dossier de candidature pour un appel à projet spécifiquement identifié. Mais il ne faut pas négliger le temps et c'est pour ça que nous avons ce webinaire aujourd'hui. Nous sommes début octobre et ce qu'il faut savoir, c'est que les prochains appels à projets européens transport, la date de candidature, c'est pour janvier ou avril. Finalement, on est vraiment dans le bon timing et il ne faudrait pas commencer plus tard pour se poser la question de savoir si oui ou non on souhaite candidater à un programme de financement européen dans les transports. Voilà en termes d'introduction. Donc, Mathilde, il faut... Oui, Amaris. Mathilde, on ne voit pas la présentation en fait. Ah, très bien. Alors, c'est qu'il y a un problème de mon côté. Je recommence. Vous devriez la voir maintenant. Est-ce que vous voyez la présentation? Oui, bon. Nous la voyons, merci. Merci. Alors, de toute manière, vous n'avez rien loupé. Voilà, donc une petite présentation sur ce qu'est un point de contact national. Donc, les points de contact nationaux ont été nommés par le ministère de la Recherche pour aider les acteurs français de l'innovation et de la recherche à bien comprendre quels sont les mécanismes de financement du programme de recherche et développement de la Commission européenne qui s'appelle Horizon 2020. Donc, vous voyez sur les slides les PCN donc, qui ont vraiment pour but d'avoir de l'info descendante vis-à-vis de tout l'écosystème français de la recherche et de l'innovation. Et chaque PCN est thématisé. Donc,
Moi, je suis membre à ce titre du PCN Transport, donc pour vous aider à comprendre les mécanismes de financement transport au niveau d'Horizon 2020. Vous avez d'autres acteurs qui sont importants et que je souhaite quand même mentionner, ce sont les RCP, les représentants au comité de programme, qui sont finalement les acteurs qui vont faire monter l'information à Bruxelles, c'est-à-dire c'est ceux qui représentent les États membres et donc la France dans les comités de programme de chaque thématique. Et donc côté transport, nous avons deux RCP transport du ministère de la Recherche et du ministère de la Transition écologique et solidaire qui sont là pour représenter la voix française à Bruxelles. En guise d'introduction, ce qu'il faut savoir, c'est que le programme de financement donc de la recherche et de l'innovation à Bruxelles, qui s'appelle le PCRD, PCRI maintenant pour recherche et innovation, programme cadre de recherche et d'innovation, a pour but donc de financer la recherche et l'innovation. Et quelques chiffres que vous pouvez voir apparaître sur les slides, c'est que finalement, la France candidate beaucoup à Horizon 2020, c'est si vous voulez notre contribution dans le financement de la Commission européenne et du projet européen. Et donc nous contribuons à hauteur de 10%, mais en retour, nous ne recevons que 8,4%. Vous voyez, il y a un gap entre les 10% de participation au budget et les 8% que nous récupérons de ce programme de financement. Et un chiffre assez parlant, c'est que ce gap correspond au budget annuel de l'ANR. Donc voilà, on est très bon en termes de taux de succès. Les Français ont des très forts taux de succès au programme Horizon 2020. En revanche, nous participons trop peu. Donc c'est pour ça aussi qu'on souhaite vous inciter à participer à ce dispositif de financement de la recherche et de l'innovation dans les transports, parce que les Français sont bons mais n'osent pas candidater. Alors, passons maintenant aux appels transport. Ce qu'il faut savoir, c'est que le programme Horizon 2020 a une structure qu'on appelle en 3 piliers. Et la programmation de transport se trouve dans le pilier 3. Donc, vous voyez sur la slide à droite, dans les défis sociétaux, il y a un défi qui est dédié au transport, les transports intelligents, verts et intégrés, qui est doté pour le programme de recherche et d'innovation Horizon 2020 sur une période de 7 ans de 6,3 millions d'euros. Donc, c'est quand même important. On est le deuxième plus gros défi sociétal en termes de budget. Et ce défi, transport intelligent, vert et intégré, est le 4e défi d'une série de 6 défis que vous voyez dans la partie donc, défis sociétaux. Le fonctionnement du programme. Donc là, je vous ai présenté la structure Horizon 2020 en 3 étapes, en 3 piliers. Et donc dans le 3e pilier, vous avez les transports. Chaque défi est cadré par son programme de travail. Donc par exemple, là, moi, je ne vais vous parler que du programme de travail transport. Vous avez le lien sur les slides et je vous invite à aller voir ce programme de travail transport. C'est à peu près 120-130 pages. C'est une programmation avec des appels à projets pour une durée de 3 ans. Dans le programme de travail 2018-2020, vous retrouverez les appels 2018, les appels 2019 et les appels 2020. Aujourd'hui, les seuls appels qui nous intéressent, parce que les seuls ouverts, sont les appels 2020. Voilà, nous arrivons en fin de programmation. Donc, au sein de ce programme de travail transport, vous avez, donc, quand je parle d'appels, dans le jargon européen, ça s'appelle les topics. Donc, vous avez des topics et chaque topic décrive finalement des mini-appels à projets. C'est une approche complètement top-down, c'est-à-dire on vous donne une problématique, un défi à résoudre, des impacts attendus, un budget, et à vous de soumettre une candidature pour ce topic, cet appel à projet. Le scope donc, attendu du projet et les impacts sont bien décrits, mais pas totalement prescriptifs. C'est-à-dire que vous pouvez essayer vous pouvez adapter votre projet au topic, mais il faut bien être sûr que vous rentrez dans la description assez large qui est écrite sur le programme de travail, le scope et l'impact. Et vous avez aussi une idée du budget qui est estimé pour les projets qui seront financés, avec la date de dépôt, et qui est très importante, car vous ne pouvez candidater qu'une fois sur ce topic. L'année suivante, vous n'aurez pas le même topic. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que vous avez un programme de travail sur 3 ans, 2018, 2019, 2020, et vous pouvez voir qu'un topic financé en 2018 n'est plus financé en 2019 ou 2020. Cela dit, il existe quelques appels qui sont bottom-up, c'est-à-dire sans ligne prescriptive. Et donc, je vous en ai cité 3. Et c'est 3 appels que je présenterai en fin de
deux parties, à savoir l'appel Instrument PME, le SM Instrument, Fast Track to Innovation et l'appel Eurostar. Allons maintenant rentrons dans le détail et allons voir le fonctionnement des appels et donc des topics. Avant d'aller sur la description des topics ouverts pour 2020, je voulais vous rappeler quelques grandes règles sur les niveaux de financement pour le programme Horizon 2020 et les topics de la programmation transport. Vous avez différents types de topics, à savoir des topics qui viennent pour financer de la recherche. Donc, on est sur une échelle TRL. TRL, c'est le niveau de maturité d'un projet, donc plutôt bas, une échelle TRL bas. Pour tous ces appels, qu'on appelle les RIA, Research and Innovation Action, vous avez du financement à 100%. Donc, il faudra regarder dans tous les topics qui vous intéressent si c'est un RIA ou pas. Donc, RIA, financement à 100%, c'est de la subvention. Ensuite, vous avez les appels IA. IA, ça veut dire qu'on est plus proche du marché. On est sur du TRL 6 ou 7. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec l'échelle TRL, c'est pour financer plutôt de la démonstration, de l'expérimentation. Et donc, ces appels IA pour Innovative Action, sont financés à hauteur de 70%. En fait, on voit bien la recherche, la R&D, c'est la recherche, oui, c'est plutôt du financement à 100%. Et dès qu'on s'approche plus de l'innovation du marché, on va être sur du financement à 70%. Avec une exception pour les organismes publics ou les associations, les instituts de recherche qui, eux, sont financés à 100%, quel que soit le statut, à savoir IA ou RIA. Donc voilà, beaucoup d'acronymes qu'il faut comprendre quand on cherche un topic. Ensuite, la présentation des topics. Chaque topic dans le programme de travail et transport vont être présentés en 3 parties. Première partie, le specific challenge, le contexte. Deuxième partie, le scope, là où l'on vous attend, où il faut relever des défis, des challenges ou des verrous techno. Et puis ensuite, la partie impact, c'est vraiment l'impact attendu des projets qui seront financés. Réduction de 10% du nombre de morts sur les routes. Voilà, des choses qui peuvent être très chiffrées dans la description de l'appel. Une fois que vous avez identifié le topic, vous avez, à la fin du programme de travail et transport, le lien vers le participant de portal. Le portail du participant en français, c'est la plateforme de la Commission européenne sur lequel où vous trouverez les appels, donc le programme de travail et ensuite chaque topic, et où vous candidaterez, où vous soumettrez votre projet. Donc tout se fait en ligne et certaines candidatures se font en une étape, d'autres en 2 étapes. Je précise, un projet en une étape, c'est on s'attend à ce que vous décriviez tout votre projet et que vous le soumettiez en une fois. Donc c'est des dossiers de candidature de 70 pages environ. Et vous avez aussi certains appels qui sont en 2 étapes. En 2 étapes, ça veut dire que vous soumettez un premier document de 10 pages, vous décrivez le scope de votre projet, vous le soumettez et là, la commission fait un premier tri et vous invite ou non à soumettre la 2e étape. C'est à peu près 3 ou 4 mois après, avec cette fois l'intégralité de votre dossier de candidature. Donc, c'est important d'avoir en tête si c'est une étape ou 2 étapes, et à chaque fois, c'est écrit dans le programme de travail. Et ensuite, l'évaluation se fait sur 3 critères. L'excellence scientifique, je reviendrai dessus tout à l'heure en parlant de comment construire une bonne proposition. L'impact, très important, l'impact. Et la mise en œuvre de votre projet. Maintenant que voilà, je vous ai rappelé les grandes lignes de comment a été construit le programme de travail et transport, cette fois, rentrons dans la programmation 2018-2020. Donc déjà, il faut avoir en tête les objectifs que se donne la Commission européenne pour le défi transport. Donc bien entendu, c'est de prendre en compte le besoin des citoyens, des entreprises et du marché européen dans cette logique de contribuer au développement durable et particulièrement aux objectifs de l'ONU ou à ceux de la COP21. Ensuite, les grandes priorités pour la partie défis sociétaux, donc pas que transport, mais qui du coup ont un impact sur le programme de travail et transport, ce sont construire un avenir à faible émission de carbone, numériser et transformer l'industrie et les services, avoir une économie circulaire et enfin renforcer l'efficacité et la sécurité. Alors pourquoi je tenais à vous les rappeler? C'est parce que finalement, quand on candidate à un topic du programme de travail et transport, il faut bien avoir en compte ces grands objectifs d'Horizon 2020, c'est-à-dire qu'il faudra prendre en compte la sécurité, avoir
prendre en compte toute la chaîne de valeur quand vous déposez un projet pour la partie économie circulaire. L'importance de la numérisation et de la transformation de l'industrie. Montrer que ça va avoir un impact sur l'industrie automobile ou l'industrie maritime, voilà, quand vous candidatez. Donc, c'est important dans la manière dont vous allez répondre à l'appel. Ensuite, la structuration du défi transport se fait autour de 4 grandes priorités. Et au sein de ces 4 grandes priorités, vous retrouverez les différents topics, ce qui permet de structurer finalement le programme de travail autour d'une première priorité, à savoir la mobilité pour la croissance. Ce sont les appels MG, Mobility for Growth. Une deuxième partie, ce qui va concerner l'automatisation, donc Automated Road Transport, véhicules autonomes, etc. Donc, c'est les appels ART. Les appels véhicules propres, Green Vehicle. Et enfin, une dernière partie qui fait conjointement avec le défi sociétal sur les matériaux, les appels sur les batteries. Donc, en 2020, nous allons trouver plusieurs appels sur la mobilité pour la croissance, 2 appels sur l'automatisation des transports et 4 appels sur les véhicules verts. Mobilité pour la croissance, c'est très gros, ça veut dire beaucoup de choses. Et donc, au sein de mobilité sur la croissance, vous avez encore des sous-parties. Alors, c'est important de vous les rappeler parce que ça vous permettra de bien trouver, une fois que vous avez identifié un topic qui vous intéresse, de savoir le retrouver dans le programme de travail transport. Si c'est un appel MG, il faudra aller voir dans les Mobility for Growth. Et au sein de Mobility for Growth, donc vous avez ces 5 sous-thématiques. Low Carbon and Sustainable Transport, où là, vous trouverez 4 appels en 2020. Safe, Integrated and Resilient Transport System, vous trouverez 5 appels en 2020. Global Leadership and Competitiveness, 5 appels en 2020. Accounting for the People, 4 appels en 2020. Et Blue Growth, 1 appel en 2020. Ce que je vous propose, c'est de vous présenter ces différents topics. Je ne vais pas rentrer vraiment dans le détail parce que ça n'intéressera pas tout le monde, mais je vous invite, si vous voulez en savoir plus, ensuite à me poser des questions sur les topics ou dans un deuxième temps, à revenir vers nous pour creuser chaque topic. Et donc, je vous les présenterai à chaque fois dans leur sous-partie. Donc, mobilité pour la croissance. L'objectif de cette partie, c'est donc forcément travailler sur la compétitivité de la Commission européenne et le bien-être des citoyens. Tout à l'heure, dans les grands axes d'Horizon 2020, le mot citoyen revenait. C'est très important dans cette partie. Bien sûr, il y a toujours le contexte de réduction des émissions de carbone et l'aspect sécurité. Pour 2020, donc vous avez ces 4 topics. Le premier topic, à savoir un appel, le MG 1.12. 1, c'est parce que c'est dans low carbone, donc la sous-partie de Mobility for Growth. Le premier topic, donc MG 1.12, c'est pour financer des projets sur la mobilité urbaine et périurbaine. Donc vous, par exemple, vous avez un appel pour financer des solutions multimodales innovantes, des expérimentations. Et vous voyez, tout à l'heure, je parlais de IA. Dans la partie, la 3e colonne, Action Type, vous avez écrit IA, Innovative Action. Ça veut dire qu'on s'attend à avoir des projets assez proches du marché et donc clairement de l'expérimentation. Vous avez la colonne, la 4e colonne qui est la colonne Stage. Alors, je vois qu'elle n'est pas remplie. Donc, c'est une erreur de ma part. Qui donne... donc, c'était pour une étape ou 2 étapes, mais je vous renverrai les slides avec la colonne remplie, ce sera mieux. Et puis ensuite, vous avez la 5e colonne qui s'appelle budget, où vous avez le budget attendu par projet. Donc, par exemple, là, il y a marqué 6-8, ça veut dire qu'on s'attend à avoir un projet, une expérimentation sur plusieurs nœuds urbains, entre 6 et 8 millions d'euros de financement. Pardon, pas de financement, entre 6 et 8 millions d'euros pour le coût total du projet attendu. Et comme c'est de l'IA, c'est du financement à 70%. Et la dernière colonne qui est intéressante, c'est pour le topic, c'est-à-dire pour cette ligne, il y aura 22 millions d'euros de financement, donc ça veut dire plusieurs projets financés. Deuxième ligne, c'est pour le maritime, donc le MG 1.13, ça nous concerne un peu moins. MG 1.14, donc là, c'est un appel à projet pour essayer de réduire les émissions de nanoparticules et l'impact sur la santé, par exemple du bruit, des particules de freinage, etc. Donc, c'est le MG 1.14. Vous avez ensuite le MG 1.15 qui est pour l'aéro, donc je n'en parlerai pas. Donc, 2 topics intéressants, MG 1.12, MG 1.14 sur nos thématiques. Sur la partie... donc, toujours dans les MG, cette fois,
dans la deuxième sous-partie, vous avez du financement sur des infrastructures, la maintenance des infrastructures, l'automatisation des infrastructures. On est sur des infrastructures qui peuvent être, qui sont plutôt routières dans cet appel. Donc c'est le MG 2.10. Ensuite, vous avez un appel qui est intéressant, c'est sur l'aspect mobilité multimodale, le MG 2.11, qui vient financer de la gestion de système, de l'analyse du besoin, de l'architecture aussi du système. Donc, vous voyez, c'est un appel RIA, donc ça veut dire Recherche en Innovative Action, donc moins proche du marché, c'est pas de l'expérimentation, on vient aussi financer de la recherche, de l'analyse du besoin. Un troisième appel qui est le MG 2.12 sur la sécurité routière, et cette fois c'est vraiment travailler sur des technologies innovantes qui permettent d'évaluer la condition physique du conducteur. Donc on est vraiment sur l'aspect état du driver, du conducteur. Le MG 2.13 qui est intéressant, c'est sur de la logistique. Alors c'est comment dire, ce qu'on appelle une CSA, une Coordination and Support Action. C'est travailler sur un réseau d'acteurs de la logistique pour proposer un système de transport de fret intégré et durable. Donc c'est vraiment une réflexion sur comment imaginer un système logistique qui soit durable avec des acteurs un peu nouveaux dans la chaîne de valeur. Par exemple, les acteurs du numérique sont attendus dans cet appel, le MG 2.13. Et puis ensuite, le dernier appel, le 2.14, là, c'est vraiment un appel à projet un peu particulier sur la formation dans les transports, et quel est l'impact du digital et de l'automatisation des transports dans les besoins en main-d'œuvre et donc dans le plan de formation associé. Ensuite, vous avez des appels, toujours AMG, donc la troisième sous-partie sur la compétitivité. Donc vous avez des appels, beaucoup d'appels aéros. Donc je ne vais pas en parler. Un appel qui pourrait être intéressant, c'est sur la mobilité urbaine aérienne. Donc on va parler de drones. Et puis enfin, le dernier appel, le 3.8, c'est un appel pour essayer d'identifier des offres intéressantes en termes de transport et les mettre en lien avec la demande. Et là, plutôt, c'est sur un matchmaking européen entre des territoires et des porteurs de solutions. C'est un appel qui est assez particulier et qui est plutôt à destination des collectivités ou des animateurs de réseau. Donc le MG 3.8. Vous aurez toutes ces slides. Ensuite, vous avez le MG 4.7 qui est intéressant, c'est sur le data sharing, le partage des données sur la mobilité, essayer de mesurer l'impact. Oui, alors si vous avez des questions, mettez-les par écrit, n'hésitez pas et on y répondra à la fin de cette présentation. Donc le 4.7 sur le partage des données. Ensuite, vous avez le 4.8, c'est vraiment essayer de proposer des outils de collecte et d'analyse de données, des outils d'aide à la décision pour les chercheurs, mais aussi les policy makers, ceux qui travaillent sur nos politiques publiques en termes de mobilité, les territoires également. Donc c'est le MG 4.8. On est vraiment sur des projets de recherche. Ensuite, vous avez plutôt un appel assez prospectif sur quelle est la mobilité de demain, quelle vision, quelle valeur, quel scénario alternatif pour une mobilité, quel nouveau paradigme, le MG 4.9. Ensuite, vous avez le MG 4.10 qui est pour vraiment organiser en fait un appel un concours pour les meilleurs chercheurs, des jeunes chercheurs ou des seniors. C'est le MG 4.10 et c'est dans le cadre de la grande conférence européenne qui s'appelle TERA, Transport Research Arena. Donc c'est assez particulier. Ça permet d'organiser des appels et des concours. Voilà pour les appels AMG, donc je vais très vite, mais c'est fait exprès. Et maintenant, je vous propose de passer aux appels Automated Road Transport. Donc là, c'est vraiment travailler sur l'automatisation des transports, accroître la sécurité, l'efficacité et le confort de l'utilisateur. En 2020, seulement 2 appels sont ouverts. Le premier appel, c'est pour financer l'automatisation de véhicules EV, donc des véhicules lourds, plutôt à usage commercial, en opération de logistique en milieu réel, c'est-à-dire c'est de l'expérimentation de flotte de véhicules commerciaux autonomes. C'est un projet, donc vous voyez que c'est de l'IA, donc du financement à 70%, et on s'attend à ce que les projets aient un budget autour de 15 et 20 millions d'euros. Donc c'est vraiment de l'expérimentation européenne. On ne s'attend pas à ce qu'il y ait que de l'expérimentation en France.
C'est dans un consortium avec des expérimentations sur plusieurs lieux en situation réelle. Et puis, un deuxième appel, la RT06, qui est toujours sur de l'expérimentation, du véhicule autonome, et cette fois plutôt des véhicules légers, donc on est sur les passenger cars, et cette fois en cross-border, donc c'est-à-dire sur du passage de frontières pour tout ce qui va être interopérabilité des systèmes, et c'est donc de l'expérimentation en milieu réel. Voilà, donc deux appels sur du financement d'expérimentation. Et pareil, un budget pour ce deuxième entre 15 et 30 millions d'euros, donc un peu plus important. Et on voit bien que pour chaque topic, vous avez un budget entre 20 et 30 millions d'euros, donc ça financera 1 à 2 projets par topic. Ensuite, vous avez donc la quatrième partie, les green véhicules. Là, 4 topics ouverts pour 2020 et assez intéressant. Le premier topic, c'est vraiment sur l'allègement des matériaux pour développer des matériaux plus légers et avec une partie outils de conception et la partie fabrication, vraiment orientée véhicule électrique. Hein. Dans Green Véhicule, on est sur de l'électromobilité. On ne financera pas ici directement de l'hydrogène, par exemple. Ensuite, vous avez l'appel GV07. Donc là, c'est pour réduire l'impact du véhicule hybride. L'appel GV08, là, vous avez 3 sous-topics, donc 3 sous-appels dans ce topic. Le premier pour financer de la micromobilité. Micromobilité, ça va être de la trottinette électrique, du vélo électrique ou autre micromobilité. Le deuxième qui est intéressant, c'est pour financer des navettes, des petites navettes, donc ce qu'ils appellent des véhicules individuels modulaires, surflexibles. Et le troisième, intéressant pour les acteurs de la logistique, c'est pour financer des véhicules à usage commerciaux, par exemple, et citer un véhicule pour un plombier en milieu urbain. Voilà, imaginez un véhicule, donc toujours en électromobilité. Hein, c'est dans GV, on finance de l'électromobilité. Et puis, l'appel GV9, là, c'est pour vraiment décrire une roadmap. La future roadmap qui permettra à AirTrack, qui est la plateforme de la Commission européenne sur le véhicule terrestre, de proposer sa roadmap en 2023. Je reparlerai d'AirTrack tout à l'heure dans la partie comment se construire un réseau européen. Donc voilà pour les appels GV. Et puis, je vous avais parlé des batteries, donc qui sont conjointement financées par le programme de travail des nanos et des matériaux, NMPB. Et donc là, vous avez 2 appels qui concernent les transports. L'appel BAT10, donc qui a pour but de financer une prochaine génération de batteries, avec des sujets sur l'allègement, la réduction du temps de charge et l'augmentation de la durée de vie. Et puis un deuxième appel, qui est le BAT11. Et là, c'est plutôt des batteries pour le maritime, pour les navires, qu'ils soient fluviaux ou maritimes. Voilà pour les appels du programme de travail transport en 2020. Vous pourrez retrouver tous ces appels dans le programme de travail transport. Donc, pour les retrouver, c'est simple. Vous allez sur le programme de travail et à chaque fois, je vous ai mis à gauche le topic, la référence. Donc, LC pour low carbone, BAT pour batterie et 10, c'est le numéro 10 et 2020, c'est pour la date de candidature. Et donc, ça vous permettra de retrouver facilement le topic dans le programme de travail. Et vous pourrez donc ensuite aller voir sur chaque topic quelle est la description du scope, des impacts attendus et le financement associé. À noter quand même qu'il existe du financement dans d'autres programmes de travail. Donc, si vous vous souvenez du premier graphe avec les 3 piliers d'Horizon 2020, donc nous, on était dans les défis sociétaux dans la partie transport. Dans la deuxième colonne, vous avez par exemple le programme TIC, ICT, Technologie de l'information et de la communication. Et dans ce programme de travail, il y a un appel pour, par exemple, la Next Generation Internet of Things, donc un appel plutôt sur l'Internet des objets. Et donc, il y a la partie transportation qui est évoquée, donc en champ applicatif. Vous pouvez aussi avoir des appels dans la programmation énergie. Vous avez un appel qui s'appelle Smart Cities and Communities pour financer des grosses expérimentations de micro-quartiers innovants et intégrés en termes de performance énergétique, de transport et de bâtiments intelligents. Vous avez un volet transport dans ces appels Smart Cities and Communities. Et donc, je vous invite à aller, si ça vous intéresse, ces 2 appels, de vous rapprocher soit du point de contact national TIC pour l'appel ICT 56,
soit pour la partie énergie, d'aller voir l'appel directement sur le programme de travail énergie. Donc voilà pour la programmation H2020. Donc c'était les appels qu'on appelle top-down, avec vraiment des lignes prescriptives. Mais comme je vous le rappelais en introduction, il existe quelques appels bottom-up, c'est-à-dire sans ligne directrice. À savoir, aujourd'hui, je comptais vous présenter 3 appels: l'instrument PME, FTI, Fast Track to Innovation, et Eurostar. SMI Instrument. Donc, comme son nom l'indique, instrument PME, c'est un appel à projet qui n'est ouvert que pour les PME. Donc, si vous n'êtes pas une PME au sens européen du terme, ça ne sert à rien de candidater sur cet appel. En revanche, si vous êtes une PME, c'est un appel à projet qui est assez intéressant parce qu'il est libre et qui vient financer des projets innovants assez proches du marché, de la démonstration, du prototypage, du test, des pilotes, de la miniaturisation, du développement. Si vous avez un projet innovant qui a déjà, par exemple, fait ses preuves sur le marché français et que vous voulez passer un second step, aller attaquer le marché européen avec votre et qu'il y a besoin et que pour ceci, comment dire, on a besoin d'améliorer la techno ou de l'adapter, vous pouvez passer par un instrument PME. Alors, ce schéma, vous avez phase 1, phase 2, phase 3. Car à l'époque, cet instrument était découpé en 3 phases, phase 1, phase 2, phase 3. Donc pour ceux qui en avaient déjà entendu parler, je préférais vous le rappeler. Aujourd'hui, la phase 1 n'existe plus depuis le mois d'octobre, donc c'est tout récent. Et donc, nous n'avons plus que des appels phase 2. Phase 2, donc c'est un dossier de candidature d'une 30aine de pages qui vient financer des projets entre 1 an à 2 ans. Avec donc de la subvention. On est à 70% de subvention parce qu'on est sur des appels proches du marché, les fameux IA dont je vous parle depuis le début. Généralement, les projets qui sont financés, c'est des projets à hauteur de 2 millions d'euros. Donc voilà, c'est des gros projets qui sont vraiment stratégiques pour la PME, pour le développement de la PME. En bas à gauche de la slide, vous trouverez les prochaines deadlines pour cet appel à projet. Donc 8 janvier, 18 mars, 19 mai et 7 octobre 2020. Vous voyez, il y a plusieurs échéances par an. Donc si vous ratez l'appel de janvier, c'est pas grave, vous en avez plus tard et vous en aurez a priori sur les prochaines années également. Voilà pour l'appel instrument PME. Alors je vais assez vite et je suis désolée, mais parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Donc petit rappel sur la PME au sens communautaire. C'est pas la PME selon la définition de BPI France, c'est vraiment la PME au sens communautaire, à savoir maximum 250 personnes et un chiffre d'affaires annuel qui ne doit pas excéder 50 millions d'euros. Il faut aussi vérifier tous les liens capitalistiques. Si vous êtes détenu par un grand groupe, dans ce cas-là, s'il y a un niveau de participation au-delà de 25%, vous n'êtes peut-être plus une PME, donc il faut vraiment vérifier. Je vous ai mis le lien pour aller vérifier toutes ces informations. Deuxième appel à projet bottom-up, Fast Track to Innovation. Donc là, ça peut intéresser tout type d'acteurs. C'est du soutien aux actions d'innovation, innovation rapide, ou le terme Fast Track, avec une mise sur le marché assez rapidement à l'issue du projet. On est sur de l'échelle TRL 6 pour aller vers du 8. C'est-à-dire, on va venir financer des pilotes, de la validation en real world, validation aussi d'un business model, des standards. C'est donc un appel à projet qui est complètement bottom-up et qui est quand même là pour favoriser les industriels. Je m'explique. Il faut que 60% du budget, donc du financement, soit dédié aux industriels. Donc, c'est pas du tout interdit aux centres de recherche, aux écoles ou autres. Cela dit, il faut vraiment répondre à ce critère d'éligibilité. C'est pareil, ce sont des petits projets collaboratifs qui sont financés entre 2 à 5 partenaires, maximum 5 partenaires. Et là, c'est une erreur, c'est pas 2, c'est 3. Alors, je corrigerai la slide. Pourquoi 3 partenaires? Parce que les règles d'éligibilité pour tous les programmes Horizon 2020, c'est qu'il faut au minimum 3 partenaires de 3 pays différents parce qu'on est dans du collaboratif européen. C'est du financement à 70%. Pourquoi? Parce qu'on est proche du marché, on est sur de l'IA et généralement, les projets ont un budget autour de 3 millions d'euros. Il n'empêche que si vous avez un projet à 2 millions d'euros, vous pouvez complètement candidater. Donc, ce sont des projets assez courts. Et donc là, les prochaines deadlines, donc vous avez le 19 février, le 9 juin, le 27 octobre. Vous voyez, pareil, plusieurs appels à projets par an. Ce sont vraiment voilà, ça porte très bien son nom, Fast Track to Innovation. C'est pour vraiment aider à la mise sur le marché rapide de petits projets
en collaboratif. Et ensuite, dernier appel à projet, Eurostars. Donc Eurostars, c'est une initiative d'un réseau qui s'appelle Eureka et de la Commission européenne, qui a pour but de soutenir des projets collaboratifs européens, bottom-up, donc pas de ligne directive, et très techno et très proche du marché. Donc là, il y a 2 appels par an. La condition, c'est qu'il faut que le leader du projet soit une PME membre des pays d'Eurostars, donc membre vous pourrez regarder la liste des pays Eurostars, mais déjà tous les pays européens sont membres d'Eurostars. Donc d'une PME qu'on appelle R&D Performing, c'est-à-dire vraiment une PME innovante et qui consacre beaucoup de pourcentage de son chiffre d'affaires à la R&D. Ça vient financer du projet collaboratif. Il faut au moins 2 partenaires de 2 pays membres d'Eurostars. Et il faut que les PME soient majoritaires dans ce consortium. Il n'empêche qu'un centre de recherche avec des PME a totalement sa place. Un gros industriel avec des PME a également sa place. Les projets sont d'une durée maximale de 3 ans. Et un peu comme Fast Track to Innovation, il faut que l'introduction sur les marchés se fasse dans les 2 ans après la fin du projet. Donc vous voyez, on est sur des projets très proches du marché. La particularité d'Eurostars, c'est que le financement se fait selon des modalités nationales. Donc, il convient à chaque partenaire de regarder au niveau de son pays quel est l'organisme de financement et quelles sont ses règles. Par exemple, en France, c'est BPI France qui finance et donc qui décide des règles pour les acteurs français. Donc là, je vous ai mis les règles françaises, donc ce ne sera pas les mêmes pour un acteur allemand ou un acteur slovène. Donc, en France, c'est de la subvention, à savoir 40% des coûts pour les PME Eurostars, 30% pour ce qu'on appelle les ETI et 40% pour les laboratoires et universités. Donc voilà, pour Eurostars, la prochaine deadline est le 13 février 2020. Et il y en aura a priori sûrement une autre en 2020, mais plutôt à l'automne. Donc je vous invite, si vous voulez en savoir plus, à aller regarder l'appel à projet et à vous rapprocher aussi de BPI France qui pourra vous donner les bons conseils pour ce programme Eurostars. Voilà, alors vous voyez qu'il y a quand même beaucoup d'appels, il y a quand même beaucoup de choses. Il n'empêche que vous avez des acteurs qui sont là pour vous aider dans l'identification des appels. Donc tout à l'heure, je vous parlais des pôles, Novalog, Moveo, et vous avez également des aides financières qui existent pour le montage de vos projets européens. Donc pour vous financer, par exemple, vos coûts de montage, que ce soit de la prestation interne, donc vos coûts humains, vos déplacements si vous devez aller rencontrer des partenaires à l'étranger, ou des frais de traduction, ou les coûts externes si vous faites appel à un cabinet de consultants. Pour ça, vous avez plusieurs guichets. Donc le premier qui est vraiment dédié aux organismes de recherche français. Donc on est plutôt pour les universités ou les centres de recherche publics, qui est le montage de réseaux scientifiques européens ou internationaux qui est financé par l'ANR. Donc je vous ai mis le lien, n'hésitez pas à aller voir en quoi constitue cette aide au montage. Pour les autres acteurs, pour les PME, vous avez les aides BPI France. Donc je dis les aides, là je vous ai indiqué l'aide au partenariat technologique de BPI France, mais il y en a d'autres pour les PME, pour l'instrument PME phase 2. Et je n'ai pas mis sur cette slide, parce que c'est la slide du PCN, donc qui est la slide nationale. Il n'empêche qu'en Normandie, vous avez l'ADN et la région qui peuvent vous aider avec une aide au montage. Donc vous pouvez aussi vous rapprocher des acteurs régionaux dans votre région et particulièrement la Normandie. Ensuite, vous avez le programme COST, mais j'en parlerai plus tard, qui est plutôt là pour financer des réseaux et du networking. Et donc, j'en parlerai dans ma 3e partie sur comment se construire un réseau européen. Donc, pour en savoir plus, vous avez le site du PCN Transport avec toutes les informations, les appels à projets. Ensuite, 2 dates qui sont dépassées. Et j'en suis désolée, c'est qu'à l'origine, ce webinaire devait être un infoday en présentiel à Rouen, et avec l'incendie Lubrizol, on a préféré le décaler, donc j'ai pas remis à jour cette slide, mais il y avait 2 infodays, donc des journées d'information sur les appels à projets 2020 de transport, une qui avait lieu à Bruxelles et l'autre qui avait lieu à Paris. Cela dit, même si la date est passée, vous avez toutes les slides et la retranscription vidéo qui est en ligne. Donc en vous envoyant les slides, je vous remettrai les bons liens vers les supports de présentation de ces 2 journées. Et enfin, l'adresse mail du PCN Transport. Si vous avez
une question sur un topic, sur comprendre le topic, parce que voilà, il y a un mot qui vous semble pas clair ou vous voulez être sûr que votre projet est bien en adéquation avec le topic, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà, alors j'en ai fini avec ma première partie. Je vous propose de prendre des questions sur cette partie, sur les appels à projets. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'onglet Conversation. Pour l'instant, j'ai pas de questions qui se sont affichées. Alors voilà, si vous en avez, c'est le moment. N'hésitez pas. Est-ce que tu m'entends, Mathilde? Oui, très bien, Damaris. C'était juste pour dire que pour l'instant, dans le fil du chat, il n'y a pas de questions pour l'instant. Maintenant, si tu veux laisser un petit peu, quelques minutes pour que ça... Voilà. Mais pour l'instant, il n'y a pas de questions. Le roi. On va laisser une ou deux minutes. A priori, pas de questions en cours d'écriture. Non, pas de questions pour l'instant. Très bien. On aura peut-être après. Voilà, si vous avez aussi après, vous avez des questions qui vous reviennent, n'hésitez pas à les poser donc dans le volet conversation de l'application. Alors, je vais donc continuer avec la deuxième partie. Cette fois, c'est maintenant que vous avez identifié un topic, comment monter une bonne proposition. Alors, je vais afficher ma slide parce qu'a priori, elle n'est plus partagée. Je suis pas sûre. Est-ce que vous la voyez? Oui, ça devrait être bon. Damaris, est-ce que peux-tu me confirmer que vous voyez bien mon écran? C'est bon, on voit l'écran. Très bien. Alors, c'est parti pour la deuxième partie, comment monter une bonne proposition. Alors, plusieurs choses. Je vous propose de voir ce qui se cache derrière Horizon 2020. Ensuite, de vous comprendre comment se passe le process d'évaluation des documents, des appels, de la sélection des projets. Ensuite, comment démarrer la rédaction, comment rédiger la partie impact, parce que comme je vous l'ai dit en guise d'introduction, l'impact est vraiment important. Et comment rédiger la partie implémentation. Et enfin, quelques conseils d'experts évaluateurs, ce qui est vraiment très cher d'avoir le retour d'experts évaluateurs. Alors, ce qui se cache derrière Horizon 2020. Donc, Horizon 2020, c'est un programme donc, de financement de la recherche et de l'innovation. Mais derrière, il existe plein d'autres initiatives, des partenariats publics-privés, des plateformes de technologie, des initiatives conjointes et plein d'acteurs dont je parlerai plus en détail tout à l'heure dans comment se construire un réseau européen, mais qu'il est bon de connaître. Et enfin, vous avez des plans stratégiques, des feuilles de route, des white papers, beaucoup de documents qui viennent contribuer aux feuilles de route de l'Europe en termes de recherche et d'innovation. C'est important de savoir qu'il existe un white paper, par exemple transport, qui date certes de 2011, donc qui est vraiment pas récent, qui n'a pas été remis à jour encore aujourd'hui, mais qui donne les grands objectifs de l'Europe en termes de transport. Quand vous voulez répondre à un appel à projet sur la réduction de l'impact carbone d'un véhicule et que vous ne prenez pas en compte les attentes de la Commission européenne du white paper, déjà, voilà, vous n'allez pas répondre aux attentes et ça va vous porter préjudice dans l'évaluation de votre proposition. Donc, bien connaître les différents documents stratégiques. Ensuite, vous avez le programme de travail transport. Je vous en ai parlé beaucoup tout à l'heure. Au début du programme de travail transport, vous avez 10 pages qui sont le cadre introductif de la politique européenne des transports pour cette programmation 2018-2020. Pareil, c'est important de l'avoir en tête quand vous souhaitez répondre à un topic de cette programmation. Et puis ensuite, vous avez bien sûr le topic avec les impacts attendus pour chaque appel. Et il faut vraiment les avoir en tête tout au long du montage de votre projet. Comment se passe l'évaluation? L'évaluation déjà se fait autour de 3 critères. J'ai dû déjà vous citer au tout début. L'excellence, l'impact et la mise en œuvre. L'excellence, c'est l'excellence de votre innovation, de votre projet. En termes de clarté et de pertinence des objectifs. Ensuite, la crédibilité. Est-ce que vraiment votre projet est crédible aux yeux d'experts?
La solidité du concept. Vous avez peut-être un concept qui vous paraît extrêmement solide. Il n'empêche qu'il faut le mettre noir sur blanc et voilà, et que ça doit être compréhensible par l'évaluateur. Et puis le caractère ambitieux, parce que on est dans du financement d'excellence, de la recherche et de l'innovation à l'échelle européenne. Il va y avoir beaucoup de concurrence sur les dossiers, sur l'appel à projet, sur le topic. Il est important d'être vraiment ambitieux. Alors, j'entends du bruit, je vais remettre les micros en mute pour faciliter. Hop. Voilà, alors, pardonnez-moi pour cette... Ensuite, la partie impact. L'impact, c'est presque le critère le plus important parce que le plus difficile à rédiger dans votre proposition, dans notre proposition. Déjà, c'est la pertinence de son projet, de ses objectifs avec les attentes de l'appel. Ensuite, c'est comment vous allez aller au-delà de ce qui existe déjà en termes d'innovation, comment vous allez améliorer l'innovation. Ensuite, comment vous allez renforcer la compétitivité, certes de votre projet, de votre entreprise, mais plus largement de l'Europe. En quoi cela va s'inscrire dans des objectifs de croissance durable? Le potentiel de marché est-il important? Mettez-vous à la place d'un investisseur. Voilà, on va regarder comment votre projet va avoir de l'impact. Et puis ensuite, comment vous allez exploiter ces résultats. Alors là, je reviendrai dessus tout à l'heure, parce que quand on est chercheur, on a l'habitude de vraiment bien décrire l'excellence de son projet. En revanche, savoir comment on va exploiter les résultats. Est-ce qu'on va, par exemple, créer une start-up à la fin de son projet pour exploiter et commercialiser ses résultats? C'est quelque chose qui n'est pas évident, mais qui est vraiment attendu aujourd'hui par l'Europe. Et puis ensuite, troisième critère, la mise en œuvre, ce qu'on appelle l'implémentation, la cohérence et l'efficacité de votre programme, work plan, votre programme de travail, comment vous allez allouer les ressources financières, les ressources humaines. Ensuite, comment avez-vous construit votre consortium? Est-ce qu'il a été construit de manière intelligente? Y a-t-il un équilibre géographique? Déjà, répondez-vous aux critères d'éligibilité, à savoir 3 pays, 3 partenaires de 3 pays différents. Ensuite, comment allez-vous gérer les risques? Un partenaire qui fait défaut dans votre projet, est-ce que c'est quelque chose que vous avez anticipé? Voilà, des choses importantes dans la rédaction de votre proposition. Pour chaque critère, donc c'est une note sur 5, et pour être éligible, il faut que vous dépassiez la note de 3 sur 5 sur ces 3 critères. Et une note globale au-delà de 10 sur 15. Ensuite, comment se passe l'évaluation? Donc déjà, première étape, soumettre son projet. Comme je vous l'ai dit, sur chaque topic, vous avez la date de dépôt qui est indiquée. Donc par exemple, pour les appels 2020, tous les appels en une étape doivent être déposés en avril. Ensuite, tous les appels donc le 21 avril précisément, et les appels en 2 étapes, c'est une première candidature le 9 janvier, et si vous êtes retenu en étape 2, le 8 septembre. Donc voilà, bien connaître ces dates. Ensuite, ce qui va être regardé, c'est l'éligibilité. Est-ce que vous répondez bien aux critères d'éligibilité? 3 pays, au minimum 3 partenaires. Donc là, on est vraiment dans ce qu'on appelle la bureaucratie. Ensuite, votre proposition va être distribuée auprès d'experts, qui sont des experts indépendants, et chaque expert va évaluer de manière scientifique votre projet, chez eux, à la maison, avec une grille d'évaluation. Ensuite, aura lieu ce qu'on appelle le consensus. Les experts vont se retrouver et vont classer les dossiers. Et ensuite, tous les dossiers qui seront au-delà de la note seuil, donc au-delà de 10, vont avoir une chance d'être financés, et au cours du panel discussion, on va regarder, on va ranker encore, on va classer les différents propositions, et en fonction du budget, on va financer les premières pour chaque topic. Ce qui va être regardé, c'est certains critères ultimes, et ça on va en reparler, c'est-à-dire ce qui n'est pas forcément écrit, mais ce qui va permettre de différencier 2 propositions qui auraient la même note. Le process d'évaluation prend entre 3 et 5 mois, donc c'est quand même assez long. Et donc, ces fameux critères ultimes. Première chose, c'est
être sûr que vous répondez bien à l'appel et avoir un caractère multidisciplinaire. Multidisciplinaire, c'est est-ce que vous traitez bien le volet sciences humaines dans votre projet. Les SHS, sciences humaines et sociales, sont souvent regardés comme un critère ultime dans la dernière phase d'évaluation. Ensuite, on va regarder quelle est la meilleure note entre l'excellence et l'impact. Et puis, donc là, il y a quand même beaucoup de chances que vous ayez des dossiers qui aient la même note. Donc, ce qui va vraiment faire la différence, c'est le budget dédié aux PME. Donc, il est vraiment bon d'avoir des PME dans son consortium. Pour information, l'objectif du programme Horizon 2020 que s'était donné la Commission européenne, c'était d'avoir 20% du budget dédié aux PME. Ça vous donne quand même une idée de l'importance des PME tel qu'attendu par la Commission européenne. Ensuite, ce qu'on appelle le gender, c'est l'équilibre homme-femme. On va regarder le nombre de femmes et d'hommes dans votre proposition. Et puis enfin, l'équilibre géographique, être sûr que vous couvrez bien l'Europe et que votre consortium, ce n'est pas juste la France, l'Allemagne et la Belgique. Pour caricaturer, bien sûr. Voilà. Ensuite, ce qui va être regardé, c'est la qualité scientifique de votre document. Donc l'écriture scientifique, l'importance de bien décrire votre innovation et en quoi vous allez au-delà de l'état de l'art. Mais on va également regarder l'impact. Et donc là, une des premières choses à voir, c'est ce qu'on appelle dans le jargon européen le storytelling. Comment vous allez écrire votre proposition de manière à ce qu'elle soit déjà facile à lire et puis qu'on sente que vous allez avoir de l'impact. Donc c'est ce qu'on, voilà, nous, le PCN, on appelle ça l'écriture journalistique. Et puis enfin, pour la mise en œuvre, c'est l'écriture administrative, être sûr que vous allez vraiment avoir une organisation qui vous permettra d'acheminer le projet tel que vous l'entendiez. Un conseil, c'est n'hésitez pas à devenir vous-même expert évaluateur pour bien comprendre quelles sont les attentes des évaluateurs. La Commission européenne permet à chacun de s'inscrire dans une base de données pour devenir expert évaluateur. Je pourrais vous rajouter le lien. On ne s'attend pas à ce que vous soyez expert vraiment sur tous les domaines. Les experts sont des experts, certes, de la mobilité des transports. Ça peut être également un expert en business model pour évaluer la partie impact. Les personnes qui vont relire votre dossier ne sont pas forcément des experts de votre secteur précisément. Alors, du secteur transport, certes, mais pas forcément un expert de la logistique du dernier kilomètre. Voilà, donc il faut vraiment avoir ça en tête quand vous écrivez également votre dossier. Justement, les experts. Donc, aujourd'hui, la base de données d'experts de la Commission européenne, c'est à peu près plus de 80 000 personnes, mais elle n'est pas toujours mise à jour, ce qui fait que finalement, ce sont souvent les mêmes experts qui reviennent, parce que quand vous candidatez dans la base d'experts, il faut que vous ayez un profil qui soit quand même qui soit en phase avec les topics qui vont sortir dans les prochains mois. Et ce qu'on va regarder, c'est vraiment l'expertise forcément des experts, mais aussi leur indépendance. Donc, vous n'allez pas être évalué par un expert qui est soit dans votre organisation, soit dans une organisation concurrente. Pour revenir là, sur la base d'experts, la Commission aimerait bien qu'il y ait toujours dans cette logique de gender, un équilibre entre les hommes et les femmes. Et aujourd'hui, on manque d'experts féminins. Donc voilà, s'il y a des femmes autour de la table virtuelle, n'hésitez pas à candidater. Vous aurez beaucoup de chances d'être retenus. Et sachant que pareil, il manque des Français. Alors, comment maintenant démarrer la rédaction de ma proposition? Donc déjà, une fois que vous avez identifié, que vous dites, bon, bah, voilà, moi les projets européens, ça peut m'intéresser parce que j'aimerais donner une dimension européenne à ma structure, parce que maintenant que j'ai répondu à des appels nationaux, je veux m'en servir comme tremplin pour aller vers l'Europe. C'est de se dire, d'accord, j'ai un projet, mais quels sont les objectifs du projet? À qui serviront ces résultats? Sous-entendu, ai-je une ambition européenne? Est-ce que ces résultats pourront servir à des Slovènes, à des citoyens allemands ou italiens? Donc, est-ce vraiment l'échelle européenne qui est le bon guichet? Ensuite, pourquoi maintenant? Suis-je bien dans le bon timing? Vous avez vu, les appels à projets, les topics transport sont sortis il y a quelques semaines.
La date de candidature, c'est en avril si c'est une étape. Et il faut compter une évaluation entre 3 et 4 mois. Entre 3 et 5 mois, voilà. Est-ce que le timing est le bon? Est-ce que je suis certain que mon projet est vraiment innovant? Et ce qui existe déjà, est-ce que je connais bien l'état de l'art? Ensuite, pourquoi mon idée est géniale, disruptive? Et pourquoi moi? Vraiment des questions à se poser avant de vous lancer dans la rédaction. Ensuite, il faut vous créer un consortium. Un consortium qui soit équilibré et qui réponde bien aux objectifs du projet. Donc, quand on parle de consortium équilibré, c'est regarder les différents objectifs du projet. Si vous avez, par exemple, l'appel sur l'outil d'aide à la décision pour les politiques publiques ou pour les chercheurs, est-ce que vous avez bien dans votre consortium une collectivité territoriale qui pourra vous aider sur l'impact de votre projet? Est-ce que vous avez bien quelqu'un qui pourra développer un outil d'aide à la décision? Voilà, avoir un consortium qui soit bien équilibré et crédible et qui soit complémentaire. Ça sert à rien d'avoir 3 fois l'acteur qui fera la même chose. Ça paraît évident, mais il est quand même bon de le rappeler. Ensuite, c'est couvrir, donc, comme je vous le disais, tous les acteurs de la chaîne de valeur et ne pas hésiter aussi à mettre des utilisateurs de la fin de la chaîne de l'innovation, ce qu'on appelle les utilisateurs finaux. N'oubliez pas également d'intégrer les sciences humaines et sociales. C'est important. Ça fait plusieurs fois que je le dis. C'est vraiment une nouvelle priorité de la Commission européenne dans le volet transport. C'est intégrer les SHS dans tous les projets. Ensuite, prendre en considération la répartition géographique des membres. Ça paraît évident, mais encore une fois, un budget doit être équilibré. Si vous avez 60% du budget du projet qui est à destination des acteurs français, c'est pas ce qu'on appelle de l'équilibre. Ensuite, l'équilibre géographique, c'est aussi avoir des acteurs qui couvrent l'ensemble de l'Europe, des acteurs de l'Est, du Nord, du Sud, de l'Ouest. Alors, ça sert à rien de prendre un acteur de l'Est juste pour dire que vous avez un acteur de l'Est et lui donner aucune tâche dans le consortium, bien sûr. D'où l'équilibre des expertises des secteurs dans votre consortium. Aussi, ce qui est intéressant, c'est de vérifier la réputation des acteurs. Est-ce que tel acteur n'est pas blacklisté au niveau de la Commission européenne? Ensuite, leurs ressources. Est-ce que votre acteur a vraiment les ressources humaines pour faire le travail pour lequel il s'engage dans la proposition? Ensuite, prendre en considération la barrière de la langue. Avoir un acteur qui sait parler anglais, c'est quand même mieux. Et puis, ce qui est pas mal, c'est quand même de choisir des partenaires avec qui vous avez déjà travaillé. Pour constituer votre core groupe, ce sont des acteurs de confiance. Vous savez que vous saurez travailler avec eux et ça vous permettra d'aller plus vite dans le montage de la proposition. Ensuite, petit focus sur la partie impact. Alors, comment rédiger la partie impact? Là, c'est un grand classique qu'on vous remet, c'est l'analyse Pestel, à savoir être sûr que vous aurez de l'impact d'un point de vue politique, social, légal, économique, technologique, environnemental. Alors, il ne s'agit pas de les prendre un par un et de dire oui, 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 c'est plutôt de donner des chiffres, des KPI, des Key Performing Indicators. D'un point de vue environnemental, est-ce que vous allez réduire l'impact de votre véhicule? Si oui, de combien? Et donc là, on rentre sur les objectifs qui sont SMART, à savoir spécifiques, mesurables, atteignables, relevant et intéressant et réalistique. Et puis, un impact, échelonné dans le temps. Un indicateur avec un objectif en termes de date. Donc ça, c'est important et c'est vraiment attendu par la Commission européenne d'avoir des KPI pour chaque type d'impact. Ensuite, autre partie dont je vous ai déjà un petit peu parlé, c'est l'importance de maximiser l'impact en termes d'exploitation, de dissémination et de communication. Et il est bon de le rappeler parce que c'est pas forcément quelque chose d'évident pour tous de savoir faire un plan de com, de savoir auprès de qui communiquer. Si vous êtes sur des nouvelles mobilités, c'est bien de faire un article dans une revue scientifique, mais peut-être qu'il faut aussi savoir maîtriser les réseaux sociaux. Donc c'est important d'avoir en tête ces 3 sujets. Donc l'exploitation, c'est comment les résultats seront utilisés à la fin de votre projet ou en fin de projet et à l'issue du projet. Est-ce que votre projet, une fois que le financement européen va s'arrêter, est-ce que le projet va s'arrêter?
Bien sûr, la réponse est non, il ne faut pas. Mais voilà, comment prévoyez-vous la suite? Est-ce par de la licence? Est-ce par un service ou est-ce par la création éventuellement d'une start-up? Voilà, donc c'est des questions qu'il faut se poser et qu'il faut mettre dans votre candidature dès le dépôt. Ensuite, la dissémination, c'est comment les résultats et l'impact du projet seront présentés aux parties prenantes. Alors c'est vraiment mettre de manière précise, comptez-vous publier, faire des publications, participer à des conférences, si oui, lesquelles? Donc avoir bien en tête la liste des conférences sur votre sujet, sur le sujet du topic. La partie open access, c'est très important parce qu'aujourd'hui, la Commission européenne souhaite rendre, entre guillemets, open tout ce qu'elle finance. Alors, bien sûr, on ne va pas vous demander le comment et ce que vous avez fait. En revanche, on vous demandera de communiquer sur les résultats. Et puis, la communication, je vous en ai déjà parlé, c'est important de montrer à la Commission européenne que les citoyens auront de la visibilité sur ce qu'elle finance. On l'a bien vu avec les élections européennes, il y a un grand manque de communication et on s'attend à ce que les bénéficiaires de financement européen, même de recherche et d'innovation, puissent communiquer auprès d'un large public. Voilà. Petit rappel sur quelques indicateurs. Comme je vous le disais, il faut bien avoir en compte les indicateurs de la Commission européenne. Donc là, je rappelle la stratégie Europe 2020, mais il y avait aussi le White Paper Transport 2011. Et puis, vous avez des indicateurs qui sont vraiment plus liés à l'économie, à l'innovation, mais qui sont importants de prendre en compte déjà dans votre dossier. C'est par exemple le gain pour l'emploi, le nombre d'emplois que vous allez créer avec votre projet. Vous voyez, on est quand même sur des choses, un véritable impact économique. Le bénéfice pour l'environnement, le bénéfice pour les consommateurs, la façon dont le projet répond aux différents défis sociétaux et à l'amélioration des connaissances, la coopération internationale. Est-ce que vous allez coopérer dans le cadre de votre projet avec des acteurs hors de l'Europe? Ça, c'est de plus en plus important. Sachant que dans certains topics 2020, il est même demandé dans l'appel de coopérer avec des acteurs japonais, des acteurs des États-Unis. Alors ça, c'est écrit à chaque fois dans le topic. Hein. Et voilà, c'est comment vous contribuez aux gros indicateurs de la Commission européenne. Et c'est vraiment, vraiment important. Ensuite, vous avez aussi des indicateurs tels que la mise en place de nouvelles normes ou de réglementations. Alors souvent, c'est spécifié dans l'appel, mais il est bon de le prendre en compte. Et puis, l'impact aussi pour les membres du consortium. Alors ça, c'est pas évident. Et pourtant, il est bon de mettre en quoi chaque partenaire va améliorer ses connaissances en étant dans ce consortium. Ensuite, vous avez l'impact politique. Votre projet va-t-il s'inscrire en lien avec les politiques S3 de votre région? Alors, tout est en ligne. Si vous voulez voir la politique S3 de la région Normandie, vous allez sur le site de la Commission européenne qui s'appelle, enfin, vous tapez S3 European Commission sur Google et vous tomberez sur voilà, les objectifs de chaque région. Donc ça, c'est important d'ouvrir entre guillemets ces indicateurs sur des grands indicateurs européens. Donc quelques mots-clés pour bien rédiger cette partie impact, c'est d'avoir un style narratif, avoir une belle histoire à raconter, du storytelling, avoir un style journalistique qui soit vraiment percutant. Donc ne pas hésiter à mettre des schémas, à mettre des dessins, à mettre voilà. Parfois un schéma peut avoir plus de poids qu'une longue phrase. Avoir des phrases d'ailleurs courtes parce que votre évaluateur pourra peut-être n'est pas une personne qui parle forcément très bien anglais et lui mettre des phrases de 3 km, ça va pas l'aider à rendre votre dossier compréhensible. Donc allez vraiment go to the fact, avoir des idées claires et le mettre de manière très synthétique dans votre dossier et utiliser vraiment un vocabulaire quotidien et facile. Et puis aérer votre document. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'évaluateur va avoir à évaluer beaucoup de dossiers en très peu de temps. Peut-être que celui-ci lira votre dossier. Alors, je vais caricaturer, mais c'est possible dans un train, dans un transport en commun, dans un avion. Il faut lui faciliter la tâche. Ensuite, bien mettre des graphiques, donc ça, je vous l'ai déjà dit. Et puis, gardez en tête à qui vous vous adressez. Quelle est la cible de votre document? L'expert, est-ce que ce sera vraiment un expert de votre domaine? Pas forcément. Ça peut être aussi un expert marché.
Et puis l'évaluation, soyez vraiment convaincu pour être convaincant. Et ça, c'est évident, mais c'est vrai que si vous sentez une partie un peu bancale, la personne qui va l'évaluer la sentira également bancale. Et puis, dernière partie qui est l'implémentation. Comment vous allez organiser votre projet, donc ce qu'on appelle la structure de management. Il faut que vous proposiez dans votre dossier une structure de management, c'est-à-dire comment allez-vous gérer les réunions, la gouvernance. C'est des choses qui peuvent peut-être paraître inutiles. Cela dit, quand vous avez 15 partenaires de 13 pays différents, c'est toujours mieux d'avoir une vraie gouvernance écrite noir sur blanc, avec des acteurs bien identifiés, et ça, il faut le mettre dans votre dossier de candidature. Ensuite, bien définir quelles sont les compétences et les expériences de chaque partenaire pour montrer la complémentarité du partenariat du consortium. Ça, je vous l'ai déjà dit, mais c'est vraiment important. Et puis ensuite, dire quelles sont les ressources à mobiliser en fonction de votre programme de travail. Si vous avez une expérimentation à faire, c'est sûr que ça va demander, par exemple sur un territoire, ça va demander une grosse implication du territoire. Être sûr qu'il y ait suffisamment de ressources qui soient mobilisées pour cela. Voilà, donc c'est vraiment important de mesurer les ressources à mobiliser, ce qu'on appelle dans la candidature les man-months de chaque partenaire. Man-months pour les mois de chaque partenaire. Donc par exemple, voilà une structure de management assez classique, c'est-à-dire avoir une assemblée générale où tous les partenaires sont invités, avoir donc le coordinateur, la personne qui portera le projet, qui aura la coordination scientifique et administrative du dossier. Pourquoi pas un steering committee qui peut par exemple rassembler les personnes en charge des work packages, les work package leaders. Pourquoi pas avoir un advisory group, c'est-à-dire un conseil de membres extérieurs au consortium. Vous dites, bah voilà, nous, notre projet, c'est la sécurité routière. Pourquoi pas avoir un advisory board avec un représentant de la sécurité routière français, un représentant d'un industriel allemands sur ce sujet, mais qui ne sont pas partenaires. Ça peut aussi donner une valeur ajoutée à votre projet, et puis montrer que vous avez un contrôle externe. Et enfin, définir donc dans chaque work package différentes tasks et qui prendra le lead de chaque task, avec bien sûr un équilibre. Le coordinateur ne doit pas être le work package leader du work package 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ça paraît évident, mais il est bon de le rappeler. Et donc, à titre d'exemple, donc ça, c'est une répartition vraiment comment dire, caricaturée en man-months de partenaires, du partenaire 1 au partenaire 6 pour un projet avec 4 work packages. Vous voyez que le partenaire 1, il a par exemple 30 man-months sur un projet qui a 70 man-months. Il a trop, voilà, c'est pas équilibré en termes de répartition du travail. Ensuite, vous avez le partenaire 2 qui s'est mis un peu partout. Alors la question c'est où est son expertise? Ensuite, vous avez le partenaire 3 qui a très très peu de man-months et qui est que dans un work package. Là, on a l'impression que c'est vraiment le partenaire qu'on est allé chercher parce qu'il le fallait. Voilà. Et puis ensuite, pareil, le partenaire 6 qui est une PME qui a très peu de man-months et qui est là, pareil que le partenaire 3, on est allé le chercher parce qu'il le fallait. Voilà, il faut faire attention dans la répartition des work plans. Et ça paraît évident, mais je peux vous dire que j'en ai vu des projets où vous aviez un partenaire qui avait 50% du budget ou un pays qui avait 70% du budget. Et vraiment, voilà, ça passe pas. Alors, pour finir sur cette partie, quelques conseils d'experts évaluateurs qui sont vraiment intéressants et qui nous ont été donnés par les différents experts évaluateurs français que nous avons rencontrés. Le premier, c'est partir de l'appel. Bien reprendre les termes de l'appel dans votre proposition en démontrant comment vous y répondez. Alors, un système très simple pour cela, c'est prendre les différents termes de l'appel dans un tableau. Vous faites la colonne de gauche, les termes de l'appel, la colonne de droite, comment vous allez répondre. Au moins, vous êtes sûr de ne pas passer à côté des attentes de l'appel. Pour ensuite avoir un concept de projet qui est clair, solide et réalisable. Ça paraît évident, mais essayez de le mettre avec un schéma et peut-être que ce sera plus compliqué. Ensuite, il faut bien sûr rédiger une proposition qui soit de bonne qualité, structurée, concise, lisible et en utilisant des mots directs. Faciliter la lecture de l'évaluateur. Utiliser un anglais qui soit vraiment compréhensible et pas trop recherché. On n'a pas tous le même niveau d'anglais.
Ensuite, posez la problématique et l'objectif de la proposition très clairement et dès le début du résumé. Le résumé, l'abstract, si vous voulez, il apparaît dès le début de votre projet. C'est 10 lignes, il faut vraiment qu'on comprenne là où vous voulez aller dans ces 10 lignes. Ensuite, sur la partie objectif, s'assurer que ce soit vraiment crédible. Alors, si vous n'êtes pas expert, par exemple, du nombre d'emplois créés parce que vous êtes plutôt chercheur sur les interfaces homme-machine du véhicule autonome, eh bien, renseignez-vous auprès de personnes dont c'est le métier. Pour être sûr que les objectifs que vous avez mis sont vraiment crédibles. Parce que si votre évaluateur est un VC, lui saura vraiment faire la part des choses. Ensuite, bien distinguer ce que sont les objectifs, ce qu'est le concept, et la méthodologie de votre projet. Ça permettra en fait à l'évaluateur de bien comprendre rapidement là où vous voulez en venir. Il faut aussi identifier et étayer l'impact attendu, c'est-à-dire les quantifier. Tout à l'heure, on en a parlé, mettre des objectifs mesurables. Utiliser une approche avec des KPI, des Key Performance Indicators. Voilà, mon objectif, c'est ça. Je pense en avoir tant en 2020, tant en 2024 et tant en 2030. Avoir un budget qui soit équilibré, équilibré entre les activités, entre les partenaires, entre les pays, des coûts qui soient vraiment justifiés et raisonnables, et que les coûts soient bien éligibles. Pareil, c'est important. Ensuite, veiller à l'aspect ouverture des données. Tout à l'heure, je vous parlais de l'open data. Voilà, vérifier qu'il y a bien certaines données qui seront accessibles pour l'ensemble des citoyens, comme l'attend la Commission. Là, si c'est pas très clair, n'hésitez pas à aller en discuter avec par exemple le PCN juridique et financier qui lui pourra évaluer avec vous jusqu'où vos données peuvent être ouvertes, parce qu'après, bien sûr, il y a des aspects IP qui rentrent en jeu. Et puis avoir un plan d'action très clair pour la diffusion et exploitation, et ça, je pense que j'en ai quand même bien parlé. Toujours insérer des tableaux, ça c'est vraiment important, et entre autres le fameux tableau dont je parlais tout à l'heure, avec d'un côté les attentes et les exigences de la Commission européenne, et en face, par exemple, comment vous allez y répondre. Le sujet traité, voilà, ça peut être un bon moyen d'être sûr que vous ne passez pas à côté de toutes les attentes de l'appel. Et puis, ça c'est intéressant, c'est prévoir si possible une proposition dans le prolongement d'autres projets. Des modélisations déjà financées. Si par exemple votre projet a été financé au niveau national, ça peut être une plus-value de dire voilà, nous notre projet c'est une suite, ça s'inscrit dans quelque chose d'autre. Alors ça se fait dans l'état de l'art, mais montrer que voilà, vous allez utiliser des résultats de notre projet, c'est quand même assez bien vu, ça montre que l'argent public peut servir à quelque chose. Et puis dans le cadre de la dissémination ou de l'exploitation, je vous le disais, mentionner la création d'une start-up peut être une bonne illustration de réponse sur comment faire perdurer le projet une fois que les financements se seront arrêtés. Et puis, dernier point, mais pas des moindres, c'est vraiment respecter le nombre de pages maximum autorisées. Pour la première étape pour les projets en des étapes, c'est 10 pages. Pour les projets en une étape, c'est 70 pages. Voilà. Ne pas dépasser le nombre de pages. Déjà, elles ne seront pas lues et surtout, ça rendra votre projet inéligible. Vous avez des annexes. N'hésitez pas à mettre des choses dans les annexes. Ça peut être des lettres de soutien, des lettres de potentiels utilisateurs, des soutiens politiques. Voilà, tout ça, c'est bien vu, mais en annexe. Et puis, quelques dernières recommandations. Pour les propositions gagnantes dans Horizon 2020, on a bien vu que toutes celles qui gagnaient, c'était celles qui avaient un équilibre entre le technology push et le market push. Voilà, l'aspect marché est vraiment, vraiment important. L'aspect propriété intellectuelle est vraiment important également. Alors pour cela, il existe une structure qui est financée par la Commission européenne qui s'appelle l'IPR Help Desk, qui propose entre autres des accords de consortium, des modèles de coopération, des NDA, des MOU, et ça peut vraiment vous aider pour ces aspects IP et qui propose également du conseil en IP. Ils ont une hotline, vous les appelez, une FAQ également, vous pouvez voir toutes les questions qui sont posées. Donc, n'hésitez pas à aller les contacter, donc iprhelpdesk.eu. Et enfin, au niveau national, donc je l'ai déjà évoqué, mais on a un point de contact national dédié aux aspects juridiques et financiers,
et le PCN Jurfin. Vous pourrez retrouver leurs coordonnées et ils sont là également pour vous aider si vous avez des questions sur les coûts éligibles, sur la partie budget, sur la partie open data, la partie IP, etc. Voilà pour cette seconde partie. On est à peu près dans les temps. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Je vais regarder si certaines ont été posées dans le volet discussion, conversation. J'ai pas vu de questions pour l'instant. Alors, on peut prendre 2 minutes si certains veulent poser des questions. Pas de questions, a priori. Alors, soit c'est très clair, soit c'est incompréhensible. On va laisser le doute. Je vous propose donc de passer à la troisième partie. Comment se construire un réseau européen? Alors, je vais repartager mon écran. Alors, c'est parti pour la troisième partie. Comment se construire un réseau européen? Alors, je ne vais pas vous donner de recettes magiques. En revanche, peut-être essayer de vous ouvrir quelques pistes pour voir comment rentrer dans un réseau européen ou se construire un réseau européen avec ce que vous avez déjà en interne. Donc, en guise de préambule, déjà, savoir où l'on veut aller. Alors, ça paraît pas toujours encore évident, mais identifier son besoin et ses objectifs. Votre besoin, est-ce pour trouver des partenaires? Est-ce pour être mieux ou plus informé sur les financements européens à venir ou pour même influencer les futurs appels à projets? Voilà. Quels sont vos besoins et quels sont vos objectifs? Et puis ensuite, il faut que vraiment cela, si vous voulez vous construire un réseau européen, il faut savoir que ça demande, c'est un investissement, mais que de fait, il faut que ce réseau ne soit pas décorrélé, cette stratégie de réseau ne soit pas décorrélée avec votre stratégie globale de votre organisation. Ce n'est pas une personne seule dans son coin qui arrivera à se construire un réseau, ou alors ce sera moins rentable, entre guillemets, pour l'organisation, alors que vous pouvez y aller vraiment groupé dans l'organisation, ce qui vous sera bien plus bénéfique. Tout d'abord, faites-vous connaître la visibilité européenne. Ça peut paraître compliqué alors qu'en fait c'est très simple. Il existe de nombreux moyens d'être visible. Tout d'abord, il faut savoir qu'au niveau européen, il y a souvent des prix qui sont lancés. Par exemple, pour des startups, il y a le European Startup Pride, des prix ou des concours pour les chercheurs dans le cadre de la conférence européenne TRA. Tout à l'heure, je vous parlais qu'il y avait un appel MG pour financer justement un prix. Voilà, le prix pour la prochaine conférence TRA 2020 va bientôt sortir. Il existe aussi ce qu'on appelle des call for speakers ou for papers, c'est-à-dire on cherche des speakers pour une conférence. On cherche des entités qui veulent présenter des projets de recherche, ce qu'on appelle des posters ou des papers lors d'une conférence. Voilà, c'est des petites choses qui peuvent sembler bêtes, mais qui sont pourtant extrêmement vues et lues, et par un public qui aussi bien l'investisseur, quand on parle de European Startup Prize, à la Commission européenne, au Project Officer, quand il s'agit du call for paper ou for poster. Donc voilà, c'est important de mesurer en fait l'impact que peuvent avoir ces prix, sachant que tous ces prix, ces appels, ils vous sont relayés par le PCN Transport, par Novalog ou par Moveo. Donc en principe, vous devriez être informé de l'existence de ces prix. Après, il existe d'autres outils pour être visible au niveau européen. Ce sont l'outil de recherche de partenaires ou de présentation d'offres de techno pour les topics. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque topic, donc les topics que je vous ai présentés tout à l'heure, ont une page sur le participant de portal de la Commission européenne. Et en bas de chaque topic, vous avez
pour ce topic les différentes recherches de partenaires ou offres de techno. Donc, vous pouvez vous rendre visible aussi sur un topic. Si, par exemple, vous êtes un expert du véhicule autonome sur les possibilités cross-border, pourquoi pas poser votre offre de compétences sur le topic l'ART 06. Ensuite, vous avez les sites de brokerage event. Alors, c'est quelque chose, c'est un outil qui est souvent utilisé, entre autres, par les PCN ou par le réseau Entreprise Europe Network. C'est organiser des rendez-vous B2B pour faire rencontrer des acteurs et les mettre en relation pour le montage de projets ou dans un point de vue business. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces sites vous permettent de présenter votre profil et de dire, voilà, moi, Mathilde Petit de l'entreprise Moveo, je suis intéressée par tel topic et je peux offrir telle offre de compétences. Et finalement, ça donne quand même une certaine visibilité. Et pour ma part, moi, à chaque fois que je vais à un événement où il y a un brokerage event, je regarde la liste des participants français, voilà, et je me rends compte de qui est intéressé par quel topic. Et puis, vous avez la plateforme du réseau Enterprise Europe Network, qui est un réseau européen qui est financé par la Commission européenne et qui a pour but justement, en partie, pas que, mais de mettre en relation des apporteurs de solutions et enfin mettre en relation des organisations au niveau européen, que ce soit sur les aspects business, mais aussi techno, et donc pour monter des appels à projets Horizon 2020, par exemple. Vous avez également la possibilité de vous faire connaître par votre écosystème régional et national. C'est-à-dire vous rendre visible auprès de votre pôle de compétitivité en disant, voilà, moi j'ai telle compétence et je suis vraiment intéressée par tel ou tel appel. Pourquoi? Parce que nous, les pôles, nous avons nos réseaux européens et nous sommes souvent sollicités par un partenaire qui nous dit, voilà, moi je suis intéressée par tel topic, je cherche des partenaires. Voilà, ça nous permet de plus facilement vous mettre en relation. De même à l'échelle nationale, au niveau du PCN. Nous, en tant que PCN Transport, on reçoit beaucoup d'expressions d'intérêt, de recherche de partenaires par des entreprises X et Y partout en Europe. Et on essaye de communiquer le plus possible, mais c'est vrai que si on sait que vous êtes intéressé par tel ou tel topic, ça peut nous aider à faciliter cette mise en relation. Et puis ensuite, vous rendre visible sur des événements. Participer à des événements européens. N'hésitez pas à pitcher, à prendre la parole, à poser des questions en séance, ça vous permet d'être visible. Un peu plus loin dans mes slides, je vous ai mis par exemple quelques événements européens qui sont intéressants. Et voilà, identifiez ces événements qui auront de l'impact sur votre visibilité. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la recherche de partenaires par topic. Alors, petite impression écran de ce que ça vous donne sur le site du participant de Portal. Donc, vous avez le lien. Vous pouvez aussi, donc soit vous connaissez bien le topic, je sais que je suis intéressée par l'ART 06, vous tapez dans l'onglet en haut à gauche le topic, vous tombez dessus. Mais vous pouvez aussi dire, en fait, moi je suis intéressée par les interfaces homme-machine en général, donc vous tapez le mot IHM dans la barre d'outils. C'est ce que j'ai fait. Et par exemple, je suis tombée sur un appel à projet, donc ça date c'est un appel 2019, donc il n'existe plus, il est fermé. Mais vous voyez, donc le User-Centric Charging Infrastructure, et tout en bas du topic, quand vous descendez, vous avez l'onglet Partenaire Recherche, et là vous voyez qu'il y avait 45 entités qui avaient montré leur intérêt et qui se sont décrites sur cet appel. Et alors ça peut être utile en termes de veille, et à l'inverse, ça peut être utile aussi si vous recherchez des partenaires. Vous avez donc les sites de brokerage event dont je vous parlais tout à l'heure. Là, par exemple, à Bruxelles, la semaine dernière avait lieu le brokerage event dans le cadre de l'Infoday européen de transport, donc organisé par la Commission européenne. Et sur le site du brokerage event, vous avez la liste de tous les inscrits et leurs profils. Chacun peut constituer son propre profil. Donc, par exemple, je vous avais mis 2 impressions écran de 2 entités qui avaient mis des profils, mais finalement, qui n'ont pas le même impact. Par exemple, à droite, vous avez une entreprise donc, qui est pas une entreprise, qui est le Land de la Saxonie en Allemagne, le département de transport, qui se montrait intéressé par l'appel ART 06, toujours le fameux d'ailleurs, et qui proposait justement un projet sur l'aspect cross-border entre Prague et Dresde. Alors, vous voyez, là, c'est vraiment très spécifique, on sait très bien ce qu'ils veulent et on comprend très vite, et c'est vraiment un profil qui aura de l'impact.
À l'inverse, à gauche, je vous ai mis l'entreprise d'une université qui est extrêmement connue, Politecnico di Milano. En revanche, leur profil, vous voyez, vous avez une ligne qui dit, bah voilà, nous, on est l'Université Polytechnique de Milan, d'accord? Et on est intéressé par, et vous avez la liste de tous les topics. Et finalement, ils ont cliqué sur tous les topics Horizon 2020. Bon, alors, c'est de fait moins pertinent parce qu'on ne sait pas trop pourquoi les contacter. Donc, si vous participez à un événement, la conclusion et le message que je voulais faire passer, c'est constituer vraiment votre meilleur profil et soyez go to the fact, utilisez vraiment un wording vraiment adapté aux appels à projets et faites en sorte que vous ne passiez pas pour l'entité hyper généraliste qui peut se positionner sur tout et en même temps sur pas grand-chose. Voilà, donc soyez vraiment très focus quand vous participez ou quand vous voulez mettre en avant votre profil sur ce genre de site. Donc, la visibilité, il y a ces interfaces, certes, mais ce ne sont pas toujours les meilleurs outils. Et finalement, ça reste des interfaces, et parfois l'humain est quand même une des meilleures pistes pour constituer son réseau. Et donc, un peu notre message, c'est que c'est souvent par son propre réseau que se construisent les meilleurs projets, et que finalement, par son propre réseau, on peut se constituer un réseau européen. Donc, 2 choses pour bâtir son propre réseau. Déjà, c'est bien comprendre les mécanismes, comment ça fonctionne, qui sont les acteurs, et puis connaître les bonnes personnes, connaître les bons organes d'influence, les bons événements. Déjà, comprendre, c'est avoir une bonne connaissance du wording européen. C'est en quelque sorte s'acculturer de la RDI-EU. Alors là, j'ai fait exprès de vous mettre des acronymes parce que c'est ce qu'il faut une fois, si vraiment vous voulez rentrer dans la nébuleuse européenne, c'est de comprendre, savoir ce qu'est un topic, savoir ce qu'est un work programme, un call, ce que veut dire FP. FP, c'est pour framework programme. Voilà, c'est bien comprendre et puis aussi connaître les appels. Donc tout à l'heure, je vous ai présenté les appels 2020. Si vous voulez monter un projet, il faut les connaître et il faut savoir ce que veut dire MG 1.3, ART 06. Alors, je vous demande pas de tout connaître maintenant, mais en tout cas, bien s'acculturer sur les acronymes et pouvoir vite comprendre et aller chercher l'info pour gagner du temps et de l'efficacité dans votre construction de réseau. Ensuite, il y a une partie vraiment veille. La veille, c'est bien connaître son écosystème. Alors, certes, je vais vous parler de réseau européen, on parle du réseau européen. Il n'empêche que vous pouvez commencer votre réseau européen par votre réseau purement français, national, voire régional. Alors là, j'ai fait exprès de prendre un acteur normand, à savoir NXP. Et si vous voulez, vous avez un outil qui est complètement public, qui s'appelle Cordismap, qui permet de connaître tous les réseaux de tous les acteurs qui ont déjà candidaté à des projets européens. Donc, par exemple, on voit que cet organisme vous voyez sur la partie gauche de ma slide, est impliqué dans plusieurs projets européens. Et la partie droite, c'est une map qui vous montre tous les organismes avec qui ils ont des accords de partenariat dans le cadre de projets. Donc, c'est connaître les partenaires français impliqués dans des projets européens et leurs partenaires à eux. Ensuite, c'est connaître les projets qui sont financés sur vos thématiques et comment se sont construits ces consortia. Qui sont les partenaires de ces projets sur vos thématiques? En quelque sorte, c'est savoir reconnaître ses pairs. Pour cela, c'est pas très compliqué. Il existe un autre outil de la Commission européenne qui s'appelle Cordis. Vous avez le site en bas à droite, cordis.europa, qui liste tous les projets européens financés et avec les partenaires de chaque projet et le financement de chaque partenaire. Donc, c'est quand même l'info intéressante. Je vous ai mis cette slide qui est assez parlante, qui montre les premiers bénéficiaires français, donc là on est vraiment sur les bénéficiaires français, du programme de travail transport sur Horizon 2020 pour les premières années, donc de 2014 à 2018. Vous voyez le top 30, vous voyez qu'il y a quand même combien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 acteurs qui ont 34% du budget français. Ce qui veut dire qu'on a certains acteurs qui sont vraiment les acteurs incontournable des projets européens sur les transports. Vous aurez ces slides, c'est de l'info qui est complètement publique finalement parce que tout est en open data sur le site de la Commission européenne. Vous avez donc ces outils, je vous ai remis les liens, donc Cordismap pour visualiser les différents partenaires des acteurs dont vous voulez connaître le réseau. Ensuite, le site Cordis Project pour voir les partenaires
enfin, les projets qui ont été financés sur votre sujet et les partenaires de ces projets. Et puis ensuite, vous avez également la liste des participants à tous les événements B2B qui ont été organisés par l'EPCN Transport au niveau européen, qui vous donne un peu une visibilité de qui sont les acteurs qui sont souvent à Bruxelles et qui sont intéressés dans de la coopération. Alors, Cordismap, là, j'ai refait un petit focus. Donc, c'est toujours les mêmes, voilà, les mêmes images. C'est pour vous montrer donc qu'on peut avoir le lien vers les projets, donc c'est en haut à gauche, qui ont été financés pour chaque partenaire, pour l'acteur en question dont vous avez fait la recherche. Et puis ensuite, quels sont les partenaires de cet acteur? Et vous avez toute la liste. Ensuite, slide suivante, cette fois, c'est sur Cordis Project. Là, vous voyez, j'ai été rechercher un projet, donc en l'occurrence, c'est le projet Brave, qui est un projet où Moveo est partenaire. Et vous voyez, vous avez la liste de tous les partenaires de ce projet avec la subvention à droite. Donc, vous avez quand même des infos intéressantes. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez avoir accès aux livrables publics et aux résultats de tous ces projets sur ce site. Donc, quand on vous demande de savoir faire un état des lieux ou un état de l'art, quand vous répondez à un topic, vous allez sur Cordis et vous voyez tous les projets qui ont été financés. Une fois qu'on a fait sa veille, on a un peu identifié les appels. Il y a aussi le networking, c'est connaître son premier cercle et savoir passer par son premier cercle. Donc, bien connaître son propre réseau. Déjà, mes partenaires sont-ils dans des projets européens? Pour le savoir, vous allez sur Cordis, vous tapez le nom et vous regardez si votre partenaire est ou pas dans un projet européen. Vous lui demandez directement. Et ne pas hésiter à utiliser ces connexions business. C'est pas forcément que vos partenaires R&D qui pourront vous ouvrir leur réseau européen. Voilà, élargissez votre recherche. Ensuite, avez-vous des relais qui sont à Bruxelles? C'est-à-dire, appartenez-vous à un groupe qui, lui, a des relais ou une présence dans un réseau. Par exemple, vous avez les universités qui sont regroupées avec la CPU, qui a une représentation à Bruxelles. Vous avez le CLORA pour les organismes de recherche. Vous avez aussi votre région qui peut avoir une représentation. Par exemple, la région Normandie a une représentation à Bruxelles. Est-ce que par cette représentation à Bruxelles, vous ne pouvez pas vous offrir un réseau? Voilà. Et puis, faire savoir que vous voulez aller à l'Europe. Le faire savoir à vos partenaires R&D, vos partenaires business, à votre représentant de la région Normandie à Bruxelles, à votre contact à la CPU. Voilà. Alors, je refais un petit focus sur la représentation des régions en Europe, mais c'est quand même une véritable source et mine d'informations. Et c'est vraiment des personnes, des représentations qui sont au service des acteurs, bon, des régions, mais aussi des acteurs de ces régions, et qui sont vraiment ancrés dans des réseaux européens. Et il existe par exemple une association européenne des régions à Bruxelles qui s'appelle ERIN et qui a un groupe de travail transport. Et voilà, vous avez des acteurs qui travaillent vraiment sur les transports au niveau régional et qui peuvent vous ouvrir un réseau incroyable. Ensuite, vous avez votre second cercle. Les amis de mes amis sont mes amis, certes. Voilà, n'hésitez pas à creuser. Et puis, identifier aussi les réseaux d'acteurs. Alors, les réseaux d'acteurs, vous avez énormément d'associations à Bruxelles. Alors, c'est souvent à Bruxelles parce que c'est là où tout se passe. Des associations ou des plateformes qui sont représentées à Bruxelles et qui regroupent différents acteurs. Alors, pour ça, vous avez des plateformes, donc des plateformes européennes qui sont financées par la Commission européenne. Je reviendrai après. Il en existe deux qui peuvent vous intéresser. La première qui est AirTrack sur les réseaux de transport terrestre, et puis Alice sur la partie logistique. Ces deux plateformes regroupent une communauté d'acteurs qui sont là pour aider la Commission européenne à écrire les appels à projets, mais de fait aussi, c'est un bon lieu pour faire du réseau. La question à vous poser, c'est est-ce que vous ne connaissez pas des acteurs qui sont membres de AirTrack ou de Alice et qui pourraient vous représenter ou vous introduire? Vous avez d'autres réseaux, cette fois, qui peuvent être des associations ou, par exemple, Police, que j'ai nommé, c'est le réseau européen des villes et des régions sur les thématiques de transport. Vous avez Ertico sur les transports intelligents, ou tout ce qui va être ITS. Est-ce que vous ne connaissez pas, vous n'avez pas dans votre cercle proche un acteur qui est membre d'Ertico et qui pourrait vous faire accéder à ce réseau? Voilà, c'est des réflexes à avoir, mais pour ça, il faut bien les connaître.
Et puis, vous pouvez aussi rencontrer ces réseaux directement parce que chacun de ces réseaux ont une programmation événementielle qui peuvent vous être ouvertes. Par exemple, prochainement, le réseau EGVIA. EGVIA, c'est pour les Green Vehicles, c'est ceux qui écrivent les appels GV dans le programme de travail et transport. EGVIA, au mois de décembre, fait une grande réunion de présentation des résultats de projets qui ont été financés par le PPP GV, donc par le partenariat public-privé Green Vehicle. Ça peut être le moment où vous allez rencontrer des acteurs incontournables des appels Green Vehicle. Et puis, vous pouvez aussi vous poser la question de l'adhésion directe ou indirecte. Finalement, si vous êtes un expert sur les ITS, que vous voulez vraiment rentrer et vous insérer dans une démarche de montage de projets européens, adhérer à Ertico, est-ce que c'est pertinent ou pas? Ou sinon, pourquoi ne pas passer par un intermédiaire? Ça peut être votre partenaire industriel, mais ça peut être aussi le pôle. Voilà, regardez Novalog, Moveo ou d'autres pôles ou d'autres associations ne sont-elles pas membres d'un réseau européen? Et puis, networker, c'est-à-dire participer à des événements. Donc, tout à l'heure, je vous parlais des résultats de projets de EGVIA. Vous avez aussi les infodèles de la Commission européenne. Alors, malheureusement, celui de 2000, pour les appels 2020 est passé, c'était le 7 octobre, mais vous avez toute la liste des participants. Non, vous avez toutes les slides, pardon, qui sont en ligne. Et quand vous vous inscrivez à cet événement, la commission envoie la liste des participants. Donc, par exemple, moi, je suis allée le 7 octobre à Bruxelles, la veille, à savoir dimanche, non, ou le vendredi. Le vendredi, j'ai reçu la liste de tous les participants à cette grande journée avec leurs adresses mail. Donc, en termes de networking, c'est quand même une sacrée mine. Ensuite, c'est participer à des rencontres de B2B. Donc, ça peut être en France comme à l'étranger. En France, vous pouvez déjà rencontrer des acteurs français qui vous emmèneront avec eux dans des projets européens. Ça peut être participer à des conférences scientifiques qui sont vraiment en phase avec votre thématique. Alors là, j'ai mis une conférence qui est passée parce que c'était en 2019, mais qui est importante et qui va sûrement avoir lieu en 2020, qui était la Connected on Automated Driving conférence, qui s'appelait UCAD. C'est une conférence incontournable sur le véhicule autonome à Bruxelles. Si vous y allez, bien sûr, identifiez bien quels sont les speakers, préparez des questions, préparez votre venue si vous voulez que ce soit vraiment pertinent. Mais ça paraît évident, mais voilà, c'est de l'investissement, donc faites-le bien, rentabilisez votre déplacement. Pour vous aider, quelques événements qui peuvent être intéressants pour vous. Le premier, alors je vois que le temps passe. Le premier, donc, c'est par exemple, alors on va pas prendre le premier, mais parce que c'est passé, mais le 27-30 avril, il y a la grande conférence TRA, c'est Transport Research Arena. C'est vraiment pour les acteurs de la recherche, pour rencontrer la Commission européenne. Si vous êtes sur les ITS, vous avez le ITS European Congress qui aura lieu à Lisbonne de mémoire au mois de mai. Voilà, identifiez les événements qui sont en phase avec vos thématiques et puis identifiez les acteurs qui peuvent vous aider. Les PCN, les pôles, mais aussi le réseau EEN, Entreprise Europe Network, dont j'ai déjà parlé, qui pourra vous aider à identifier ces réseaux et ces événements. Et enfin, pour finir, je vais passer rapidement sur les différents acteurs pour vous les nommer et comme ça vous permettra de comprendre qui fait quoi. Donc, vous avez les plateformes européennes, les partenariats publics-privés et les différents réseaux. Donc, les plateformes européennes, ce sont celles qui sont financées par la Commission européenne et qui sont là pour écrire les agendas de recherche et les roadmaps sur nos thématiques. Donc, par exemple, je vous en ai cité deux qui sont importantes sur nos thématiques. C'est AirTrack sur l'aspect transport routier et Alice sur la logistique. Allez voir qui est membre de ces plateformes. Ensuite, vous avez les réseaux. Les réseaux qui sont des associations formelles d'ailleurs ou informelles et qui viennent aider la Commission européenne, un peu influencer si vous voulez. Vous avez Police, Civitas et ERIN qui regroupent les villes et les régions. Vous avez par exemple Ertico sur les ITS. Vous avez EFRA sur l'usine du futur. Vous avez le FERL sur les infrastructures. Voilà, à vous de les identifier. Je vous en ai mis quelques-unes. Vous avez ensuite, là c'est plutôt des groupements d'industriels qui viennent faire vraiment plutôt du lobbying, mais qui représentent aussi la filière à Bruxelles. Vous avez UCAR pour les constructeurs. Vous avez ACEA pour les suppliers. Voilà, vous en avez quelques-unes, mais ça, les industriels doivent les connaître. Et puis ensuite, donc les organes, les autorités de régulation. Ça peut être intéressant si vous travaillez sur un projet où vous allez devoir réfléchir sur de la réglementation.
Et puis, vous avez des groupes de travail qui sont vraiment nommés ponctuellement sur des sujets. Par exemple, en ce moment, il y a un groupe de travail sur le véhicule autonome avec des experts. Et ces groupes de travail, en l'occurrence, ils ont une particularité, c'est que la plupart du temps, il y a un call for experts et ils sont ouverts et vous pouvez candidater pour y participer. Donc, n'hésitez pas, si vous voyez passer des call for experts, alors qu'ils ne sont pas les experts qui évaluent les projets européens, ce sont d'autres call for experts, pour rentrer dans ces groupes et ça vous permet vraiment d'avoir un réseau extrêmement qualitatif. Voilà, donc pourquoi s'intéresser à tous ces acteurs en termes d'influence pour vous créer votre réseau, du team building, apprendre à les connaître et à être identifié. Et puis augmenter aussi votre probabilité de succès parce qu'en étant plus visible, en étant connu, vous assurez votre crédibilité aussi à Bruxelles. Très rapidement, un exemple, je vais en prendre qu'un, c'est l'entreprise Ricardo, qui est une entreprise de technology provider, qui n'est pas forcément très connue sur l'échelle mondiale, européenne ou nationale, qui est une entreprise anglaise. Et ben, eux, ils ont décidé d'avoir une politique vraiment très orientée réseau à Bruxelles. Et de fait, ils sont rentrés dans AirTrag, donc la plateforme sur les véhicules routiers. Ils en ont pris la vice-présidence. Ils sont rentrés dans le partenariat Green Vehicle, EGVI. Ils sont membres du board. Et puis, ils sont rentrés dans l'association des technologies des suppliers, EARPA. Donc, vous voyez, ils ont pris des rôles dans les gouvernances de ces plateformes. Et depuis, donc en très peu de temps, ils ont été en 2 ans invités à rejoindre 15 consortia. De fait, comme ils avaient l'embarras du choix, ils en ont choisi que 5. Et les 5 ont été successful, donc financés. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Ricardo a récolté 50% de tous les financements européens sur les transports qui sont des acteurs du Royaume-Uni. Donc, vous voyez, c'était une politique très agressive de réseau et le résultat est quand même 5 projets retenus et 50% des financements UK en 2016. C'est quand même vraiment une stratégie qui a été efficace. Alors, pour vous aider, je vous ai déjà parlé des aides de montage de projets. Donc, vous pouvez faire financer dans ces aides des coûts de déplacement, etc., de participation à des événements. Mais il y a aussi une aide qui est intéressante, c'est le programme COST qui finance de la mise en réseau de communauté. Donc, si par exemple, vous dire, moi, je voudrais monter un projet pour constituer un réseau sur les interfaces homme-machine européens, avec le programme COST, vous pouvez vous faire financer ce réseau et ça ne financera que l'activité de réseau, donc les événements, les déplacements. Voilà, c'est un programme qui est assez particulier, mais qui peut être intéressant dans une stratégie de réseau. Et donc, pour finir, construire ce réseau, on est d'accord que c'est un investissement, tant financier d'ailleurs que humain, parce qu'il faut vous déplacer, parce qu'il faut éventuellement payer une cotisation pour le réseau, passer du temps, de la veille. En l'occurrence, un effet boule de neige qui est vraiment assuré, et nous, Moveo, on peut en témoigner assez facilement s'il le faut. Voilà, donc j'en ai fini pour ma présentation. J'ai dépassé un peu de 5 minutes et j'en suis désolée. Juste pour finir avec cette partie présentation, on voulait vous proposer avec donc Novalog et Moveo de vous transmettre à l'issue de cet événement avec les slides donc, qui seront mises à jour avec les commentaires que j'ai faits, une fiche de synthèse projet. Si vous souhaitez voilà, soumettre un projet, pour qu'on puisse vous accompagner, pour vous aider dans le montage, dans la recherche de partenaires. On peut également labelliser votre projet. On peut, voilà, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à remplir cette fiche. Et donc après, le pôle référent reviendra vers vous pour vous accompagner vraiment de manière adéquate et avec votre projet à l'issue de ce webinaire. Alors, je vais maintenant vous remercier pour pour votre écoute et je vais regarder s'il y a des questions. Il y a une question, Mathilde, je ne sais pas si tu m'entends. Oui. Alors, je la lis, tout simplement. La recherche de partenaires sur le portail de la Commission est-elle vraiment pertinente? Entre parenthèses, quand on voit les profils qui y sont déjà inscrits. Voilà. Voilà, alors comme je disais, ça reste une interface et les interfaces, c'est pas ce qu'il y a de mieux. On voit également, en effet, quand on regarde les profils inscrits, qu'il y a beaucoup de structures, je vais pas dire douteuses, mais surprenantes. Cela dit, voilà, vous avez été sur ce site, vous êtes allé les regarder. Donc, vous avez quand même beaucoup de personnes qui vont les regarder.
À vous de faire émerger votre profil. Et c'est pour ça que c'est vraiment important d'être pertinent dans ce que vous allez écrire. Mais je le redis, il ne faut surtout pas se limiter à ce type de recherche si vous voulez être efficace dans la recherche de partenaires. Donc ma réponse, ce serait plutôt, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus pertinent, c'est certain. En l'occurrence, ça peut être utile en termes de visibilité. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais c'est un conseil, et après à vous d'en juger par vous-même. Voilà, c'est tout pour les questions pour l'instant. Et voilà, je pense qu'on va passer au pitch, aux deux acteurs qui souhaitent pitcher. Donc, on a Leslie Gélec et attends que je dise pas de bêtises. Easy Shipping, j'avais noté, mais je crois voilà, Easy Shipping, voilà, tout à fait. Et je crois qu'il y en avait un troisième, Stéphanie. Bertrand, je crois. Alors, je vous propose qu'on commence par Leslie Gélec. Alors, je ne sais pas si, Monsieur Kemar, vous êtes en ligne. Et si oui, est-ce que vous pouvez réactiver votre micro? Alors, je ne sais pas si vous êtes connecté par ordinateur. Dans ce cas-là, il faut cliquer sur votre petit micro. Et si vous êtes par téléphone, il faut faire étoile 6. Je ne vous entends pas. A priori, problème de son. Bon, alors je vous propose qu'on passe de fait à une autre personne. J'avais donc Easy Shipping. Est-ce que vous nous entendez? N'hésitez pas à enlever votre micro. Je n'entends rien. Pas de son, pas d'image. Alors, on va passer à la troisième personne. Est-ce que la société Bertrand? Je vous rappelle, pour enlever votre micro, remettre votre micro, pardon, il faut cliquer sur votre micro. Et si vous êtes par téléphone, faire étoile 6. Ou enlever le mute si c'est un téléphone avec une icône. Non, je n'ai pas de son, pas d'image non plus. Bon, bah écoutez, je pense qu'on va peut-être s'arrêter là. On n'a pas nos speakers. Stéphanie, Damaris, qu'en pensez-vous? Moi, j'ai pas de nouvelles. Pourtant, il y avait des mails et d'échanges de mails avec Monsieur Diallo de Easy Shipping, mais pas de nouvelles, effectivement. On a reçu effectivement les présentations, mais je ne parviens pas à joindre, j'essaie de joindre Redouane Kemar, là. Ouais, de Leslie Gélec, c'est ça. De Leslie Gélec. Parce qu'on a bien sa présentation, mais lui, il n'est pas là. Bah oui, c'est étonnant. Je vais essayer de joindre. Ce qu'on peut faire, c'est leur demander l'autorisation de diffuser leur présentation. Maintenant, sans commentaire, c'est un peu gênant. Je sais pas. Mais je pense qu'on, bah voilà, je vous propose qu'on fasse ça, parce que si on n'arrive pas à les joindre, c'est quand même. On verra avec eux pour qu'on ait un support
qu'il soit diffusable. Et puis, on vous enverra quelques slides de ces 3 organisations qui ont voulu vous partager un projet. Bon. Ça marche. Écoutez, merci beaucoup. Merci Mathilde. Merci beaucoup aussi. Je ne vois pas de questions dans la barre d'outils, donc n'hésitez pas à revenir vers nous. Vous avez nos adresses mail dans les présentations. Et puis, on vous enverra également la fiche de description de projet si vous souhaitez un accompagnement du pôle dans votre montage de projet. Merci beaucoup, bon après-midi à tous et puis à très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Merci beaucoup.